il est 18h30. Je vous prie de vous asseoir et puis on va commencer ce conseil municipal. Alors, c'est comme au cinéma, on met son téléphone en silencieux. Hop. Merci à toutes et tous de votre présence pour ce premier véritable conseil municipal. Alors, on a réorganisé la disposition de la salle fort des remarques que nous avions fait avec la précédente mandature et puis avec les habitants. Il y a aujourd'hui plus de place pour les Langrois et les Corléens dans cette salle et 100% de la salle de l'audience voit l'écran principal et qui sera encore augmenté pour le prochain conseil. Je vais faire l'appel nominal des membres de l'Assemblée. Donc Thibaut Adam est excusé et j'ai son pouvoir. Cécile Blondin. Aurélien Bouvier. Donc Théo Kévézel présent. Aurélien Chevalier. Présent. Pascal Cornevin. Présente. Bruno Cornevin. Présent. Joël Decoq. Présente. Alexandre Delettre. Présent. Sophie Delon. Présent. Céline Dessin. Saber El Mazouzi. Présent. Emmanuela Florentin. Benoît Gallien, présent. Cindy Gardet, présent. Marianne Grépinet, présent. Thierry Guillaumeau, présent. Armée Luçon, présent. Mélinda Journeau, présent. Benjamin Lambert, présent. Audrey Legrand est excusée et a le pouvoir de Justine Melot, Frédéric Lemoine, présent. Et Justine Melot a le pouvoir d'Audrey Legrand, pardon. Anne-Valérie Macheret, présent. Justine Melot donc, Jean-Christophe Houdin, Camille Pradet, Mathieu Prévost, Présent. Marilyn Vautravers excusée et Mathieu Prévost a son pouvoir et Vanessa Ziolo. Et donc le quorum de 15 minimum est atteint. Je rappelle que les débats sont enregistrés de manière audio. Toute prise de parole doit être effectuée avec l'usage du micro, faute de quoi l'intervention ne pourra pas être consignée par écrit dans le procès-verbal de la séance. Et nous filmons aussi, c'était une promesse et on l'a tenue dès le premier conseil municipal d'installation. Ce conseil municipal est à présent aussi filmé et on espère que ça s'améliorera encore par rapport à la fois précédente. Il sera disponible en différé sur Facebook et YouTube dès demain matin. Et on espère que celui du 22 avril sera en direct cette fois-ci. L'ordre du jour du conseil. Donc, vous l'avez toutes et tous reçu, pas de remarques particulières. Je vous propose de nommer un ou une secrétaire de séance et je sais que Pascal Cornevin s'était proposé. J'attire votre attention sur le fait que conformément à l'article L 2121-15 du CGCT, les délibérations doivent dorénavant être signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. En conséquence, le choix doit se porter sur un élu ayant des disponibilités pour remplir cette mission. Et donc je propose Pascal Cornevin. Des remarques ou d'autres candidats? Je vous remercie. Je vais rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur les délibérations, les décisions prises en vertu de cette délégation? Je vous remercie. Nous allons passer au premier point de l'ordre du jour avec les affaires financières, budgétaires et comptables, avec le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2026 qui va vous être présenté par Mathieu Prévost, adjoint aux finances, à l'économie et à l'industrie. Bonsoir à tous. Je m'entends pas, vous m'entendez? Oui, ça va marcher.
Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2026 de la ville de Langres. Alors, pour rappel, c'est une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Et c'est un document qui nous permet de préparer le budget complet. Nous allons parcourir ensemble les orientations budgétaires envisagées, les engagements pluriannuels, la structure de gestion de l'encours de la dette et l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Vous le savez, alors en plus de ce qu'on va voir sur cette présentation et ce que vous avez lu dans le document complet qui vous a été transféré avant ce conseil municipal, la situation financière nationale évolue très vite avec ce qu'on pourrait presque appeler un choc pétrolier. Donc les hypothèses de croissance et d'évolution de la dette nationale vont forcément encore évoluer. Cependant, les équipes et nous-mêmes avons décidé de partir sur les hypothèses qui sont toujours celles du gouvernement à l'heure actuelle. L'objectif du gouvernement est de ramener la dette à 5% du PIB. Elle était à 5,1% pour l'année 2025 et non 5,4% comme c'est écrit sur le document. Une révision a été publiée il y a quelques jours seulement. Cette situation nationale, elle a un impact fort évidemment auprès des collectivités. Avec évidemment aucune augmentation des dotations, mais ça, on commence à être habitué. Il y a deux sujets qui vont un petit peu nous plomber cette année. Donc, le dispositif d'Illico, on le verra juste après, et puis la hausse de la CNRACL. Donc, c'est la CNRACL qui, j'ai noté. Ce sont les cotisations qui pèsent sur le budget de fonctionnement et c'est le centre. Vous pouvez me rappeler ce que c'est la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locaux. Donc, les dotations DGF restent au même niveau que 2025. On a, en plus des frais qui augmentent, une baisse du fonds vert, sans doute un petit peu à contresens vu les événements qu'on est en train de vivre ces semaines. On a en augmentation des revenus les valeurs locatives et puis à l'échelle nationale, le Centre national de la fonction publique territoriale qui nous impose une perte de cotisation à hauteur de 45 millions d'euros à l'échelle nationale évidemment. Donc, si ce dernier point n'est pas directement lié au budget, il nous va probablement avoir comme conséquence de diminuer les formations des agents de la fonction publique territoriale. Ce qui veut dire que ce sera probablement des formations qu'il faudra prendre à charge dans le budget de la ville. Donc, pour avoir quelques chiffres sur ce qu'on peut prévoir pour 2025, en gardant en tête les hypothèses qui ont été énoncées juste avant, nous avons une épargne brute de 16,5%. Cette épargne brute correspond à la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire l'argent que la ville peut mettre dans ses investissements en plus des éventuelles subventions qu'elle va systématiquement chercher pour ses projets. Le poids de la dette est très faible, puisque la ville, si elle arrêtait tous ses investissements, serait capable de rembourser tout ce qu'elle doit en moins de 4 ans. C'est une très bonne chose, mais ça peut aussi montrer qu'il y a eu on peut l'interpréter aussi comme un certain sous-investissement les années précédentes. En tout cas, ça laisse des possibilités pour les années qui se présentent, en particulier pour l'année 2026, même si on verra qu'il y a déjà dans le
plan pluriannuel d'investissement, beaucoup de projets qui sont prévus. La rigidité structurelle de notre ville est relativement élevée, sans être dangereuse. Bon, on ne peut par définition pas y faire grand-chose. Ce sont les salaires, ce sont les charges d'énergie, des choses comme ça. Enfin, nous avons une trésorerie de 62 jours, ce qui est très important. Nous allons voir juste après pourquoi on a cette trésorerie importante. Elle permet quand même d'avoir la possibilité de voir venir et de reporter certains emprunts, ce qui est toujours ça de gagner au niveau des intérêts. Les recettes. Les recettes sont en hausse depuis 2019, en légère hausse. Elles sont passées de 10,0. Alors, tous les chiffres que je donne sur plusieurs années sont en euros. Alors, non pas en euros constants, mais en euros. Comment est-ce qu'on dit ? Courant, quand on ne compte pas l'inflation. Donc, ce graphique se décompose en trois parties. Le produit fiscal en bleu, les dotations de l'État en jaune, et puis les autres recettes qui sont des ventes de produits et services, revenus des immeubles et autres produits financiers en vert. On peut voir que les dotations de l'État n'ont guère évolué ces 4 dernières années. Produit fiscal non plus d'ailleurs. Le taux de fiscalité n'a que peu évolué ces dernières années. En réalité, il n'a pas évolué depuis 2020. Vous savez que la taxe d'habitation n'est plus un impôt que les communes peuvent lever, encore qu'elles le peuvent sur les résidences secondaires et puis les logements vides. La taxe foncière est le dernier gros levier qu'une ville a pour agir sur sa fiscalité, et puis taxe foncière sur le non bâti également. Il y a un sujet qui va se présenter sur les taxes sur les logements vacants. Donc, pas d'augmentation en 2025, 2024 et 2023. Il n'y aura pas d'augmentation en 2026 de ces taux. Les dépenses réelles de fonctionnement sont maîtrisées sur la période 2019-2025. Et là, on va quand même parler un tout petit peu d'inflation, puisque ces dépenses maîtrisées en euros courants sont en réalité une baisse en euros constants, puisque sur la même période, il y a eu 15% d'inflation. Or, on est passé de 9,19 millions d'euros de fonctionnement à 8,97 millions, ce qui est une baisse de 2,8%, mais qu'il faut évidemment calculer avec l'inflation. Et en réalité, les 9,19 millions d'euros de 2019 sont équivalents à 10,66 millions d'euros d'aujourd'hui. Donc on est passé de 10,66 à 8,97 millions. La ville a fait un énorme effort sur son fonctionnement. Vous voyez ce graphique qui présente en vert les recettes et puis en rouge les dépenses. La capacité d'autofinancement, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'il y a entre les deux. Alors il faut absolument éviter que ces deux lignes se croisent dans l'autre sens, puisque ça nous mettrait en déficit. Alors ce n'est pas du tout le cas. La ville a des capacités d'autofinancement qui sont plutôt en augmentation. Alors on va voir comment ça se passe. Cette année avec la crise pétrolière.
Cependant, j'ai quelques informations sur les contrats que nous avons sur ce sujet-là, et puis on a quelques contrats en particulier sur le gaz à tarif fixe. Donc l'impact pour 2026 devrait être relativement limité. Il faudra le surveiller évidemment pour les années suivantes. Sur le sujet des agents et des RH, on subit évidemment les augmentations de taux au niveau national. Alors l'IRCANTEC, c'est l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique. Le CNRACL, c'est le Centre national de retraite des agents de collectivités locales. Je savais que je l'avais noté quelque part. Dans le détail, il faut féliciter les agents pour ça, une diminution du taux des accidents du travail, une revalorisation du SMIC, évidemment comme tout le monde. La ville continue d'avoir cette politique d'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne pour tous les agents qui passent les concours. Participation des employeurs à la protection sociale complémentaire, et puis évidemment l'organisation des élections pour cette année, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres d'ici la fin de l'année. Enfin, pour clore sur cette petite série de graphiques, l'épargne de la ville, donc le taux d'épargne, c'est comme ça qu'il faut le dire. Si ça a beaucoup évolué ces dernières années, on constate qu'on repart à la hausse et qu'on est, comme on l'avait dit juste avant, on est très très bien placé sur ce point-là, et c'est ce qui permet à la ville d'engager beaucoup de projets. Enfin beaucoup de projets, d'engager des projets. La capacité d'endettement, bon, on en a déjà parlé, c'est moins de 4 ans, donc c'est excellent. Donc, les orientations budgétaires, les choses qu'on peut surveiller. On a parlé de la rigidité structurelle des finances de la ville. C'est vrai qu'on est à 54%, donc ça, c'est un sujet à regarder, mais vous avez aussi vu tous les efforts de fonctionnement que la ville a réalisés ces dernières années. Donc, les marges de manœuvre seront forcément très limitées. Conserver l'épargne pour pouvoir investir. La dette, évidemment, elle est assez faible en durée de désendettement, hein, puisqu'elle est inférieure à 4 ans. Bon, il y a guère d'intérêt à aller plus bas. Je pense que ce serait... on perdrait plus à ne pas lancer les projets qu'à faire baisser la dette. Optimiser les recettes. Oui, il y a les finances de la ville et de la Comcom ont revu un petit peu leur suite logicielle, et ça va leur permettre d'aller chercher un petit peu des mises à jour. Des mises à jour sur la base fiscale. C'est, pour le dire un petit peu de façon imagée, c'est en gros aller chercher les gens qui ont construit des piscines sans les déclarer, ce qui va nous permettre d'augmenter un petit peu leur assiette. Enfin, bon, la trésorerie est très bonne, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Des chiffres en valeur absolue pour le budget 2026. En section investissement, 7 270 378 €. Et en section fonctionnement, 10 753 389 €. C'est très proche de ce qui a été voté en décembre. C'était en décembre 2025 en janvier 2026. Donc la section investissement comme je le disais, devrait permettre de pouvoir sans grande difficulté assurer les projets qui ont été placés au plan pluriannuel d'investissement, sur lesquels on reviendra dans le futur. Enfin, les budgets annexes,
Point fort, le bâtiment est vendu, donc le budget est clôturé. Le programme de réussite éducative est un budget en lien avec le contrat de ville. Voilà. L'eau potable et l'assainissement, l'eau potable, bon, c'est une concession, et l'assainissement est également une concession. Ce sont des sujets qui n'appellent que peu d'évolution par rapport à l'année 2025. Je vous remercie et j'attends vos questions. Merci Mathieu. Il vous a ainsi proposé, sur la base de ce rapport, de débattre des orientations budgétaires susceptibles d'être mises en œuvre en 2026. Est-ce que la présentation faite par Mathieu amène à des questions, des remarques? C'est un débat, donc ce n'est pas soumis au vote, mais nous prendrons acte que les débats sur ce rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2026 ont eu lieu. Je vous remercie. Ah, pardon. Benjamin Lambert. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Donc, effectivement, ce rapport d'orientation budgétaire présente un certain nombre de données qui sont relatives, évidemment, à la mandature précédente, et les différents indicateurs que vous avez pu présenter démontrent d'une gestion saine ces 6 dernières années, que ce soit sur le taux d'endettement, que ce soit ces dernières années sur la capacité d'autofinancement, que ce soit sur le taux d'épargne réel ou le taux d'épargne brute. Et une maîtrise également de l'emprunt, puisque sinon ce taux d'endettement évidemment serait bien au-delà des 3,9 années que vous avez pu souligner et mettre en avant. Donc cette gestion budgétaire et cette rigueur qui a pu être celle des 6 dernières années reste malgré tout fragile, puisque vous l'avez souligné également, un contexte économique qui soit national ou international qui peut être très variable, voire inquiétant par moment. Donc ces moins de 4 ans de désendettement, c'est là où je vous rejoins pas forcément sur le fait qu'il y a une frilosité sur les années précédentes, mais en tout cas les investissements qui ont pu, au contraire, puisque les investissements de ces dernières années ont été notamment sur l'année 2022, 2023, 2024, 2 fois plus nombreux que sur la mandature de 2014 à 2020. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu peu d'investissements dans ce sens-là, mais en tout cas, pour qu'il y ait investissement pour la ville de Langres, il faut forcément qu'il y ait subvention en face et qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui soient maîtrisés. On ne lance pas de grands projets d'investissement sans avoir cette certitude de subvention, au risque justement que cette capacité de désendettement reparte en flèche, et on le voit, ça peut aller très très vite, d'autant plus qu'en parallèle, vous avez également souligné l'effort qui a pu être réalisé en termes de gestion financière sur le fonctionnement, puisque cette gestion financière sur le fonctionnement permet là aussi à un moment donné d'augmenter cette capacité d'autofinancement, et donc de fait de réduire le taux d'emprunt, et qu'avec avec des contrats de gaz, d'électricité qui peuvent augmenter rapidement, avec des revalorisations diverses de grades, donc de toutes les choses qui finalement sont impondérables à la vie de la collectivité, l'effet ciseau que vous avez évoqué, avec une ligne des recettes qui pourrait rapidement recroiser la ligne des dépenses, il y a un point de vigilance à avoir sur ces choses-là. Donc aussi bien sur ce volet investissement que sur le fonctionnement, c'est une vigilance permanente à avoir. Vous avez évoqué le fait aussi d'avoir peut-être certaines recettes supplémentaires. Donc vous évoquez notamment vous prenez l'exemple de ces piscines qui ne sont pas forcément déclarées. Donc ça, c'est effectivement une possibilité. Quels autres leviers pouvez-vous avoir pour aller rechercher de nouvelles recettes pour la collectivité? Comment vous comptez vous y prendre sur la question de ces piscines et sur la valeur locative, finalement, pour vous assurer que les impôts fonciers payés soient bien réels au regard de la superficie et du confort de chacune des maisons et de chacune des propriétés, puisque le fait d'énoncer le fait que certaines piscines ne soient pas déclarées et le fait de le repérer, il y a un travail qui est quand même différent dans ce sens-là. Donc comment vous imaginez pouvoir vous y prendre sur cette question? Et ensuite, il y a un point que vous n'avez pas évoqué dans ce rapport. Donc on est bien conscient que les élections sont encore, et votre prise de fonction est relativement récente, voire très récente, mais dans le document qui a été transmis
à l'ensemble du conseil municipal. Dans le projet pluriannuel d'investissement, on retrouve les différents investissements que vous imaginez faire sur 26, 27, 28, 29. Dans ce projet, ce sont tous les projets de la mandature précédente. On l'a déjà échangé sur le conseil précédent. Certains de ces projets vont se poursuivre, d'autres, vous n'en avez pas de certitude. Donc je dirais, au-delà de la continuité de ce qui a été fait ces 6 dernières années, quelles seront vos priorités, non pas sur 2026, mais peut-être sur 27, 28, 29, de manière à ce que les investissements pour le développement de notre ville puissent être réalisés comme nous le souhaitons, ou vous le souhaitez. Merci Benjamin Lambert. Mathieu, peut-être sur les possibilités de recettes? Oui, alors sur les valeurs locatives, j'ai donné l'exemple des fraudes sur les piscines. C'est surtout une mise à jour en fait qu'il y a à faire sur ce sujet-là, puisque ça n'a pas évolué depuis des années. Donc les services sont sur le sujet. L'estimation de ce que ça pourrait rapporter à la ville est quand même assez importante, puisqu'on serait à 100 000 euros en mettant à jour ce panorama des valeurs locatives. Pour les autres sources possibles de rentrée d'argent, l'équipe qui vient de prendre ses fonctions a l'intention de lancer un plan de mécénat, on va dire. Petit mécénat pour les visiteurs, grand mécénat pour des acteurs qui auraient un petit peu plus de moyens. C'est quelque chose qu'on va travailler au cours des semaines suivantes, et puis on fera un petit point dessus dès qu'on aura quelque chose de planifié à vous présenter. Je crois que j'ai répondu à ma part. Sur nos priorités, alors effectivement, on a salué, et c'est l'occasion de le rappeler aussi, la bonne gestion financière de la municipalité précédente, et on vous remercie encore pour ce sérieux budgétaire. Effectivement, plusieurs de vos projets seront continués. On en a longuement parlé ensemble et la fois passée. Nous re-questionnerons d'autres sujets, pas forcément dans leur intégralité, mais sur le montage, sur la temporalité et sur l'impact que ça peut avoir sur la ville et sur le territoire. En tout cas, nos priorités pour les années à venir sont les mêmes que celles annoncées durant la campagne, et ce pourquoi nous avons été élus, avec le sujet hospitalier. Et heureusement qu'on a cette capacité financière, puisqu'il y a quand même des choses qui, si on avance sur la construction de ce dispensaire, vont mettre la ville à mal, et notamment sur la gestion des flux et de la voirie, dans lequel on a une incertitude totale, et ce sont des choses qui reviendront tout ou partie à la commune. C'est une bombe à retardement, et je pèse mes mots, et donc on doit se préparer à ça dans les prochaines années, et on doit évidemment combattre ce projet de dispensaire. Les logements vacants, la vacance des logements, avec tous les dispositifs actuels qu'on poursuivra évidemment avec tous les autres acteurs, et puis de nouveaux dispositifs avec notamment la brigade anti-logement vacant qui permettra de chapeauter le tout. La poursuite de l'entretien du patrimoine, on sait que c'est très onéreux, et le plan Rempart s'est poursuivi sous votre mandature et se poursuivra sous la nôtre, mais il y a aussi l'entretien du patrimoine un peu plus modeste, et puis un gros accent, et ça nous occupera aussi ces prochaines années, sur l'entretien de la voirie et des espaces verts, plus que sous la mandature précédente, et notamment avec un accent sur les faubourgs et certains quartiers qui se sentent écorlés, qui se sentent oubliés. Donc voilà, ce sont certaines de nos priorités. Elles n'ont pas changé depuis l'élection, et de toute façon on aura l'occasion d'y revenir, soit dans les commissions dans lesquelles vous êtes toutes et tous présents, soit dans les prochains conseils municipaux. Je me permets de rebondir sur deux, trois petites choses que vous avez sur les réponses que vous avez pu fournir. La première, c'est sur le logement vacant. Concrètement aussi, comment, vous évoquez cette brigade, mais au-delà de la brigade, comment vous imaginez pouvoir vous y prendre auprès des bailleurs sociaux, auprès des propriétaires privés, comment travailler avec la communauté de communes aussi, puisque sur ce sujet-là, c'est pas la ville de Langres qui va avoir la maîtrise de l'ensemble des décisions qui pourront être réalisées et prises pour l'avenir. Donc ça, c'est une
une première réponse sur cette, ou en tout cas un premier requestionnement dans ce sens. Et l'autre point, c'est sur la voirie. Rappelez quand même là aussi que sur la mandature précédente, les investissements autour de la voirie ont été de 810 000 € par an, et que c'était déjà un investissement qui était, je dirais, 20% supérieur aux années précédentes, et pas uniquement, je dirais que ce travail autour de la voirie, au-delà de la volonté municipale, c'est aussi encore une fois de s'assurer d'un certain nombre de choses en termes de réfection de réseau, que ce soit la première couche, que ce soit sur des travaux plus structurants avec le travail autour de la fibre, des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, et qu'au-delà des volontés affichées au départ, il peut y avoir une vraie différence entre ce que l'on espère pouvoir conduire en termes de voirie et le fait de pouvoir le réaliser. Je crois que ce sont des travaux à chaque fois qui nécessitent une organisation au sein des services de la ville d'une part, mais également en partenariat avec les différents commanditaires qui peuvent participer à ces opérations-là, et que ça peut être beaucoup plus complexe que ça peut le paraître lorsqu'on l'énonce comme tel. Et puis sur les autres sujets, merci pour les éléments de réponse. Je ne rebondirai pas sur l'ensemble des points que vous avez évoqués. Merci Benjamin Lambert. Alors oui, sur la voirie, je vous rejoins. C'est plus complexe qu'une discussion de quelques minutes en conseil municipal, et on sera pleinement impliqué, notamment avec les services techniques. Et sur notre stratégie pour les logements vacants, ce sera annoncé dans les prochaines semaines. C'était notre priorité de mandat, et nous présenterons la brigade anti-logement vacant et l'ensemble de ses prérogatives, et comment tout ça s'inscrit dans un schéma global pour le centre-ville, mais aussi, vous l'avez rappelé, avec la communauté de communes qui a une grande partie des compétences dans ce sujet. Donc nous ne manquerons pas de revenir vers vous à ce sujet. Est-ce que sur ce rapport d'orientation budgétaire, il y a d'autres? Oui, Madame Delon. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tempérer un petit peu le satisfecit général sur la précédente mandature. Non, mais il faut dire les choses. On a observé quand même une augmentation des charges de personnel de 750 000 €. Bon, ça peut très bien se concevoir dans une commune qui est dynamique et qui gagne des habitants et qui a des services, qui développe ses services. Là, nous sommes plutôt dans une commune qui perd des habitants, et elle a même franchi un peu un cap avec, je crois, plus de 200 habitants de moins. Donc la ville de Langres, sa situation, c'est une ville qui vit encore sur un train de vie alors qu'elle avait pas loin de 10 000, 11 000 habitants. Là, ça se rétrécit, et pour l'instant, on ne voit pas d'inversion de la tendance, malgré tous les efforts qui ont été faits, notamment par le Grand Langres, sur l'habitat, et notamment avec l'opération Félicité, qui est là depuis 10 ans, à essayer de remettre des logements sur le marché. Donc voilà, je voudrais quand même appeler à la prudence là-dessus. Et puis il y a un deuxième critère qui est peut-être un peu technique, c'est pour ça qu'il n'a pas été très développé, c'est le fameux fonds de roulement. Alors la ville de Langres s'enorgueillit là d'avoir une trésorerie pléthorique, mais il faut absolument tenir compte plutôt du fonds de roulement. Et là, on observe une tendance lourde à la baisse, une dégradation, je pense, qui appelle à la prudence, puisque depuis plusieurs années, le fonds de roulement est négatif, ce qui est quand même assez préoccupant. En général, un fonds de roulement, il est 30 jours, c'est un minimum, voire 2 mois. Et en 2017, ce fonds de roulement-là dépassait 3 millions €. Là, il est tombé, on ne sait pas pour combien pour 2025, mais en tout cas, il était négatif ces précédentes années. Donc ça, c'est à observer avec beaucoup de prudence, parce que le fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet quand même les investissements, qui a une visibilité de la solidité financière de la ville. Et là, on voit qu'en quelque sorte, on a consommé on n'a plus de matelas de réserve, si on peut dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Malheureusement, dans les dernières années, ça avait été un peu... Ça n'apparaissait pas dans le débat, dans le rapport d'orientation budgétaire. J'ai recherché celui de l'année dernière, je n'ai pas trouvé de ligne. Donc j'ai eu le tort de ne pas poser la question, mais ça fait plusieurs années que ce fonds de roulement négatif n'était pas mis en avant par la collectivité. Donc là, j'ai avec plaisir, d'ailleurs je félicite les services d'avoir fait un document complet, et on peut vraiment se rendre compte de ça. Par comparaison, nous on est à 0 jour ou 8 jours, enfin peut-être à 1 semaine ou 2, quand la communauté de communes peut comparer, eux ils ont un fonds de roulement qui est de 114 jours. C'est vraiment, encore une fois, on peut de temps en temps être un peu à la baisse, mais là c'est une tendance lourde sur plusieurs années. Donc il va appartenir à la nouvelle municipalité de reconstituer ce fonds de roulement avec donc tout ce qu'on vient de dire, augmenter les recettes fiscales dans une population qui n'est pas très
dans un bassin de population qui n'est pas très dynamique, augmenter les ressources fiscales, ça ne va pas être compliqué. Et je pense qu'en recherchant, en grattant 2-3 piscines, ça ne va pas faire le compte. Donc voilà, on va être un peu obligé de faire très attention aux dépenses de fonctionnement, voire maîtriser même l'investissement, parce que je pense que ce fonds de roulement, c'est indispensable de le retrouver. Donc voilà, n'y voyez pas de la malice de ma part, simplement, je pense qu'il faut vraiment faire très très attention à tous ces critères financiers, et comme c'est souligné dans le rapport, d'avoir une vraie analyse prospective financière et de voir le niveau d'investissement que la ville de Langres est capable de faire en étant soutenable, et pas à se retrouver dans quelques années avec des critères beaucoup moins bons que nous avons aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Delon. Alors le fonds de roulement est effectivement l'indicateur de la ville qui est le moins bon, on va dire. Alors, juste une précision, s'il est à 0 jour pour 2025, c'est parce que les services n'ont pas eu le temps de le calculer pour ce document. La tendance, en revanche, vous l'avez pointé correctement. Il n'est pas à 0 jour quand même. Il était négatif les années précédentes. Il a été négatif. Il devrait être, pour être confortable, il faut que ce soit 2 mois. Là, 2 mois, on est confortable. Donc, vous voyez, on a de la marge. Ça fait quand même qu'il faut récupérer 1 à 2 millions d'euros, l'ordre de grandeur. Ce n'est pas quelques centaines d'euros. C'est 1 à 2 millions d'euros qu'il faut récupérer pour vraiment avoir cette consommation qu'on a eue depuis plusieurs années, de consommer finalement le matelas financier que nous avions et qui est indispensable. On vous le communiquera, il sera communiqué lors de la publication du CFE, Madame Delon. Donc, vous aurez ces informations. Merci beaucoup. Est-ce que j'acte que les débats ont eu lieu sur ce rapport d'orientation budgétaire? Ils ont eu lieu, je vous remercie. On va passer au 1.2 concernant les indemnités de fonction du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et du maire délégué de Corlay avec la fixation du taux. Et je laisse de nouveau la parole à Monsieur Mathieu Prévost. Merci Monsieur le maire. Alors, les indemnités des élus. Alors, on va parler en montant brut et puis on va donner un taux qui est un taux par rapport à un indice donné par le gouvernement, l'indice brut terminal de la fonction publique. Pour ce mandat, l'indemnité du maire est fixée à 2 396,44 € brut par mois. Le taux à 58,30, le taux maximal auquel on a le droit. Les indemnités des adjoints, qui sont toutes identiques, sont fixées à 698,79 € brut par mois, taux de 17%. Enfin, l'indemnité du maire délégué est également fixée à 698,79 € par mois, pour un taux à 17%. Ce qui fait sur 12 mois, 95 841,12 € pour cette année 2026. Alors pour rappel, l'enveloppe complète sur la mandature 2020-2026 était de 89 265,48 € et sur le mandat précédent de 73 777,08 €. Merci Mathieu. Je rappelle que l'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L2123-22 à L2123-24 du CGCT et de dire que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement. Je vous serai obligé de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier à travers le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Je vous remercie. Passons à présent aux affaires générales, avec la délégation consentie par le conseil municipal au maire en application de l'article L2122-22 du CGCT. Donc c'est dans la continuité de la mandature précédente, on repart sur les mêmes bases. Et donc je vous propose de déléguer, dans les termes de l'article
22-22 du CGCT, les compétences précédemment énumérées dans le document que vous avez eu dans la convocation, au maire pendant la durée de son mandat. Je vais le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est adopté. La création des commissions municipales et la désignation de leurs membres. Donc il a été décidé par notre majorité, en lien avec les groupes de Benjamin Lambert et de Sophie Delon, de créer 3 commissions municipales dont les dénominations sont les suivantes. Commission numéro 1, Finances, Ressources humaines. Commission numéro 2, Travaux, Patrimoine, Urbanisme. Commission numéro 3, Vie de la Cité. Et donc il y avait la culture qui était dans la commission numéro 1 que nous avons retirée pour plus de cohérence de cette commission numéro 1 et créer une 3e commission qui nous permettra de traiter le moment venu de tout un tas de sujets qui sont liés à la vie de la cité. Donc on l'a appelé comme ceci. Donc je vous propose de décider de ces 3 commissions, de nous prononcer pour qu'il ne soit pas procédé aux nominations au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 21-21-21, 4e alinéa du CGCT, et de procéder à la désignation des membres de chaque commission municipale en respectant le principe de la représentation proportionnelle comme suit. Et donc vous les voyez à l'écran. Pour la commission numéro 1, le maire président de droit et les membres que seraient Mathieu Prévost, Pascal Cornevin, Bruno Cornevin, Benoît Gallien, Mélinda Journeau, Cécile Blondin, Cindy Gardet, Frédéric Lemoine, Sophie Delon, Anne-Valérie Macheret, Benjamin Lambert et Marilène Grépinet. La commission numéro 2, le maire président de droit, suivi de Joël Decoq, Frédéric Lemoine, Bruno Cornevin, Mathieu Prévost, Aurélien Chevalier, Aurélien Bouvier, Pascal Cornevin, Alexandre Delettre, Jean-Christophe Houdin, Anne-Valérie Macheret, Thierry Guillaumeau et Céline Dessin. Et la 3e, Vie de la Cité, avec le maire, Justine Melot, Joël Decoq, Cécile, cette fois Blondin, Mathieu Prévost, Frédéric Lemoine, Benoît Gallien, Armel Husson, Camille Pradet, Jean-Christophe Houdin, Sophie Delon, Benjamin Lambert et Céline Dessin. Je vous propose de voter pour... Benjamin Lambert. Oui, juste une petite question sur la commission Vie de la Cité. Vous avez évoqué le fait qu'il y aurait la culture et tout un tas d'autres sujets dedans. Est-ce que c'est possible d'avoir, sans forcément que ce soit exhaustif, mais en tout cas une visibilité un peu plus précise sur ce que traitera cette commission? Et l'autre chose, sur la composition des commissions, donc il y a des membres, je m'interrogeais sur le fait d'avoir de potentiels suppléants. Voilà, savoir si c'est une question que vous vous êtes posée sur d'éventuels suppléants pour chacune des commissions, et puis donc une petite précision sur le contenu de Vie de la Cité, s'il vous plaît. Alors sur les suppléants, me semble-t-il, et je m'en retourne, il me semble que tout à chacun est susceptible de s'y rendre, même sans être nommé. Donc si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez, quoi qu'il arrive, être représenté sans aucun problème. Sur la 3e commission, on pourra vous envoyer le détail que je n'ai pas sous les yeux, mais effectivement, on a essayé d'avoir une liste le plus exhaustive possible et qui reprend à peu près les délégations qu'on a données aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Je vous enverrai, on se note de vous envoyer la liste complète. D'autres questions ou remarques, ou passe-t-on au vote ce sujet? Je vous propose de voter pour la création de ces comités municipaux et la désignation des membres. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Texte adopté. Passons à présent au comité de programmation leader avec la désignation des représentants. Donc le programme leader, liaison entre actions de développement de l'économie rurale,
constitue l'axe 4 d'intervention de la politique européenne dans le cadre du FEDER. Vous l'avez sous les yeux, je ne vais pas vous le développer, et vous l'avez eu dans vos convocations. En conclusion et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous propose de bien vouloir décider à l'unanimité de ne pas recourir au scrutin secret et de désigner Madame Joëlle Decoq en tant que membre titulaire et Madame Blondin-Cécile en tant que membre suppléant pour siéger au sein du comité de programmation leader. Personne ne s'oppose au vote à main levée. Et donc nous allons passer au vote de ce rapport numéro 2.3. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Commission d'appel d'offres avec les désignations et l'approbation du règlement intérieur. Donc vous l'avez aussi sous les yeux. Je vous propose encore une fois de le voter à main levée et de procéder à l'élection des membres de la CAO comme suit un petit peu plus bas, avec donc la commission permanente d'appel d'offres, les titulaires que sont le maire, Mathieu Prévost, Cindy Gardet, Justine Melot, Benjamin Lambert et Anne-Valérie Macheret, et les suppléants, Audrey Legrand, Pascal Cornevin, Joëlle Decoq, Marilène Grépinet et Sophie Delon. Il est décidé d'établir le règlement intérieur de la CAO permanente et de la CAO spécifique à tout groupement de commandes, d'approuver les termes du règlement intérieur de la CAO permanente et de la CAO spécifique à tout groupement de commandes tel qu'annexé au présent rapport, et de prendre acte que, lors de chaque réunion de conseil municipal, le maire rendra compte des marchés ou avenants signés soumis à l'avis de la CAO. Donc je vous demande de voter sur ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté, je vous remercie. La commission de concession, ex-délégation de service public, avec la désignation des membres et le règlement intérieur pour approbation. Et donc de même, je vous passe la lecture de ce rapport, vous l'avez toutes et tous eu, et vous propose de le voter à main levée, sauf demande contraire à l'unanimité, et de procéder à l'élection des membres de cette commission concession comme suit. Donc le maire président de droit, Mathieu Prévost, Cindy Gardet, Pascal Cornevin, Céline Dessein et Anne-Valérie Macheret en titulaire, et Audrey Legrand, Emmanuela Florentin, Joëlle Decoq, Marilène Grépinet, et Sophie Delon en suppléant. Je vous propose de décider d'établir le règlement intérieur de la commission de concession de services publics, d'approuver les termes du règlement intérieur de la commission de concession de services publics tel qu'annexé au présent rapport, et de voter donc cette élection des membres de cette commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Est adopté, je vous remercie. Passons enfin aux désignations globales avec tout un tas d'organismes et de syndicats. Donc le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, je vous le propose une nouvelle fois. Et le conseil municipal est appelé à élire ses délégués siégeant au sein des instances et divers organismes selon la liste que vous voyez dans mon dos. Je vous propose de voter point par point. Il y aura une seule délibération, mais je vous propose de le faire point par point. D'abord pour le comité social territorial, avec comme titulaire Madame Emmanuela Florentin et comme suppléant Justine Melot et le maire, pardon. Et comme suppléant Justine Melot et Jean-Christophe Houdin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Comité des œuvres sociales avec 2 titulaires, Armel Husson et Emmanuela Florentin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Lycée polyvalent Denis Diderot, une titulaire Madame Cécile Blondin et suppléante Madame Justine Melot. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Collège des franchises avec comme titulaire Armel Husson et suppléante Cécile Blondin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'association Le Bois-l'Abbesse. J'ai oublié le collège d'Hydro, excusez-moi. Et donc ce sont les mêmes que pour le collège des franchises. Armel Husson titulaire et Cécile Blondin suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
passons donc à l'association Le Bois-l'Abbesse. Au sein de son conseil de vie sociale, nous proposons Audrey Legrand comme titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le CSPD, à présent, Conseil local de prévention de la délinquance, serait titulaire le maire, Saber El Mazouzi, Pascal Cornevin, Justine Melot, Mélinda Journeau et Jean-Christophe Houdin. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La commission de mutualisation, avec le maire, Mathieu Prévost et Cindy Gardet en titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'établissement public de santé, le conseil de surveillance du centre hospitalier de Langres. Je me propose comme membre titulaire représentatif dans cet établissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le Centre national de l'action sociale avec Armel Husson en titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'association du foyer Langrois des jeunes travailleurs, le FIL, où je propose de siéger avec Armel Husson en titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'Association des communes forestières, le COFOR, titulaire Frédéric Lemoine et suppléant Benjamin Lambert. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Société SPL XDMAT avec Justine Melot comme titulaire proposée. Qui est contre? J'ai oublié. Ah oui, purée, il faut que je m'achète des lunettes. Merci Anne-Sophie. Alors la F3SCT, vive les acronymes, on en apprend tous les jours. Alors le maire est Saber El Mazouzi en titulaire et Camille Pradet et Emmanuela Florentin comme suppléants. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc SPLX des maths, je vous l'ai proposé, pas de remarques particulières. Correspondant défense avec Cindy Gardet proposée en titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Correspondant sécurité routière avec Jean-Christophe Houdin proposé comme titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la mission locale pour l'arrondissement de Langres avec le maire et Saber El Mazouzi comme titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Marne, je propose d'y siéger en tant que titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, avec le maire, Audrey Legrand, Cécile Blondin, Benoît Gallien, Emmanuela Florentin et Céline Dessin. Je vous propose comme titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Antépénultième avec... Non, il en reste encore 4. Avec le syndicat mixte des transports du Pays de Langres, avec comme titulaire le maire Benoît Gallien, Mathieu Prévost, Joël Decoq, Marilène Grépinet, et comme suppléant Justine Melot, Pascal Cornevin, Sophie Delon, Bruno Cornevin et Cindy Gardet. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le SMBMA, syndicat mixte du bassin de la Marne et de ses affluents, nous proposons comme titulaire Bruno Cornevin et comme suppléante Marilyn Vautravers, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Le SICFREL, enfin, sur la gestion forestière de la région de Langres, avec 2 titulaires pour Corlay, Frédéric Lemoine et Bruno Cornevin, et 2 titulaires pour Langres, Frédéric Lemoine, Bruno Cornevin, 2 titulaires pour Corlay, Pascal Cornevin et Céline Dessin. Qui est contre? Qui s'abstient? Et le SDED 52, enfin, avec 4 titulaires que nous vous proposons. Le maire, Mathieu Prévost, Bruno Cornevin et Frédéric Lemoine. Qui est contre? Qui? Benjamin Lambert. Oui, sur ce sujet-là, autant sur les autres sollicitations et les autres demandes que nous avons pu faire concernant les différentes représentations de la ville à différents endroits, on a eu des réponses. Sur le SDED, en revanche, nous n'avons pas eu de réponse et donc nous comprenons que vous avez fait le choix d'uniquement réserver ces places à la majorité. On le regrette et on voulait avoir quelques éléments d'explication sur le choix qui est le vôtre concernant le SDED, s'il vous plaît.
Merci pour cette remarque. Effectivement, nous n'avons que 4 sièges au sein de la ville de Langres. D'autres sièges seront disponibles à la communauté de communes et d'autres instances. Et nous avons fait le choix politique, effectivement, de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est un sujet sur lequel nous attendent les Langrois. On a été énormément sollicités durant la campagne et nous souhaitions effectivement là-dessus avoir les 4 sièges de notre majorité municipale au sein du SDED 52. Oui, moi, je ne serais pas convaincu par les éléments d'explication sur ce sujet, malgré tout, puisqu'effectivement, ça peut être pris à bras-le-corps pour les Langrois, les Langroises, et sur 4 sièges, il aurait pu être réservé soit à notre groupe, soit à celui de Madame Delon, peut-être un siège à l'opposition langroise, de manière à pouvoir croiser les regards aussi sur ce sujet et au sein de ce syndicat. Madame Delon. Moi, juste une question. Le syndicat mixte des transports du Pays de Langres, je n'ai peut-être pas suivi, mais il me semble qu'il a été dissous, qu'il n'existe plus. Mais bon. Alors, on a dû délibérer dessus. Le syndicat mixte, depuis que la compétence a été transférée, je crois que ce syndicat n'existe plus depuis plusieurs années. Mais... On va vérifier les ça. Les transports du Pays de Langres, syndicat mixte, transport du Pays de Langres. Quant aux SDET, c'est vrai que c'est un sujet important. Mais à défaut d'y siéger, peut-être pourriez-vous vous engager à ce qu'on ait vraiment un débat là-dessus, enfin vraiment un retour. C'est vrai que le problème des déchets ménagers est une préoccupation des Langrois, l'éclairage public également. Donc c'est vrai, à défaut d'y siéger, qu'on ait au moins en interne des discussions en commission, par exemple, ou des retours sur ce qui se passe. Et, enfin, je vous fais confiance là-dessus. Merci Madame Delon. Et je n'avais pas vu la dernière page, nous en avons encore 2. Juste peut-être, pardon, pour terminer sur le SDED, effectivement, il va y avoir un enjeu important autour de la question des ordures ménagères, hein, comme souvent. Un vote sur lequel la majeure partie des conseillers communautaires se sont prononcés au mois de décembre, et un sujet qui risque de revenir en 2026. Et je crois que de manière à ce que ça puisse être un choix, je dirais, collectif dans la décision qui pourrait être prise par la suite, ça nous intéresserait évidemment aussi de suivre le dossier et d'avoir les informations précises pour qu'on puisse se positionner et anticiper aussi le vote qui aura lieu en conseil communautaire. Je vous remercie et nous passons au vote le SIAE de Corlay-Saint-Vallier avec 2 titulaires proposés, Bruno Cornevin et Pascal Cornevin. Qui est contre, qui s'abstient, et le SMIPEP avec comme titulaire le maire Mathieu Prévost, Bruno Cornevin, Frédéric Lemoine, Pascal Cornevin, Thierry Guillaumeau, Thibaut Adam, Jean-Christophe Houdin, et comme suppléant Aurélien Bouvier, Audrey Legrand, Camille Pradet, Benjamin Lambert, Emmanuela Florentin, Marilyn Mlenec-Vautravers, Mélinda Journeau et Justine Melot. Qui est contre, qui s'abstient. Eh bien, je vous remercie pour ce vote. Passons aux affaires foncières, à l'urbanisme et à l'habitat, avec le premier point qui a été, et sur ces délibérations, nombreuses ont été déjà votées positivement en conseil communautaire. Donc sur l'opération de revitalisation du territoire, avec le programme Petite Ville de demain, c'est un avenant à la convention, à la prorogation de PVD jusqu'au 31 décembre 2026. Donc je vous propose par le vote d'approuver cet avenant, ayant pour objet de proroger donc la durée de validation du programme Petite Ville de demain et le volet ORT jusqu'au 31/12, de préciser que l'ensemble des autres dispositions de la Convention d'opération de revitalisation du territoire et de ses avenants antérieurs demeurent inchangés, et de m'autoriser à signer cet avenant numéro 2, ainsi que toutes les pièces et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, il est adopté. À présent, l'avenant au Fonds commun d'intervention dans le cadre de l'OPARU et de contrat félicité de 2023 à 2028. Je vous propose d'approuver les termes du projet d'avenant numéro 1 à la convention partenariale du Fonds commun d'intervention entre la communauté de communes du Grand Langres et la ville de Langres, de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain.
on appelle l'OPA-RU 23-28, de m'autoriser ou mon représentant à signer cet avenant numéro 1 et tout document nécessaire à son exécution, et de noter que les autres termes de la convention demeurent inchangés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Place à la modification de la convention du pacte territorial France Rénov', avec cet avenant que vous avez sous les yeux pour approbation. Cet avenant a pour projet l'intégration de la ville de Langres au pacte territorial et la création d'un fonds commun d'intervention dédié au pacte territorial. Et donc je vous propose, à travers de votre vote, d'approuver les termes du projet d'avenant numéro 2 à la convention du pacte territorial, d'autoriser l'intégration de la ville de Langres au pacte territorial France Rénov' Félicité du Grand Langres 25-28, d'autoriser l'adhésion de la ville de Langres au fonds commun d'intervention, de m'autoriser ou mon représentant à signer l'avenant numéro 2 ainsi que tout document nécessaire à l'exécution du pacte territorial et du FCI, de m'autoriser ou mon représentant à solliciter toutes les subventions auprès de l'État, de l'ANA, de la région Grand Est ou de tout autre partenaire, et d'autoriser l'engagement des crédits qui seront inscrits au budget, ainsi que la mise en œuvre et le suivi de la présente décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons à présent passer au volet sur le personnel, avec le plan de formation 2026 que vous avez sous les yeux et qui se structure en 7 points. Donc je vais simplement vous balayer les 7 points sur la deuxième page de ce rapport. L'accompagnement à la prise en charge de fonctions et à la transmission des savoirs, le développement des compétences numériques et informatiques, la prévention et sécurité au poste de travail, l'accompagnement à l'évolution professionnelle, la professionnalisation des fonctions d'accueil et amélioration des relations professionnelles, la fiabilité des écrits professionnels et organisation du travail, et les formations spécifiques au secteur enfance-jeunesse. Et donc en conclusion et compte tenu d'ensemble des éléments que vous avez sous les yeux et que vous aviez eu dans votre convocation, je vous propose de bien vouloir prendre acte du plan de formation conjoint entre la ville de Langres et la communauté de communes du Grand Langres pour l'année 2026, tel que présenté dans ce présent rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Place à la gestion du temps avec un ajustement du règlement relatif à l'organisation du temps de travail. Donc, des ajustements de ce règlement vous sont proposés. Effectivement, lors de la réunion du 8 décembre 2025, le comité social territorial a émis un avis favorable à l'évolution du nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail fixe pour le porter de 3 à 4 par an. Afin que ce nouveau seuil entre en vigueur, il convient de modifier le règlement du temps de travail en ce sens. Des règles pour encadrer la présence des agents aux obsèques d'un collègue, d'un proche d'un collègue ou d'un membre de la famille d'un collègue ont été ajoutées au règlement relatif à l'organisation du temps de travail. Il convient de préciser une situation qui n'avait pas été envisagée lors de la présentation de cette autorisation d'absence. Cela concerne les agents qui sont dans un même service mais sur un site différent. Lors de la réunion du 10 février 2026, cette proposition a reçu un avis favorable du comité social territorial. Et donc, je vous propose de bien vouloir approuver le règlement relatif à l'organisation du temps de travail dans sa version numéro 16. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le rapport social unique au titre des données 2024. Donc c'est un rapport qui a été présenté au comité social territorial du 10 février 2026 et vous avez pu prendre connaissance de ce rapport social unique établi en 2025 au titre des effectifs de 2024. Donc je vous propose de prendre acte par le vote du rapport social unique établi en 2025 au titre des données 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la fixation du nombre de représentants dans le cadre de la création d'un comité social territorial commun entre la ville de Langres, la communauté de communes du Grand Langres et le centre intercommunal d'action sociale.
Je vous propose, à travers votre vote, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel siégeant au CST commun et à la formation spécialisée F3SCT à 6, et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités et établissements égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, de fixer la répartition des sièges entre la CCGL, la ville de Langres et le CIAS comme suit: 3 pour le Grand Langres, 2 pour la ville de Langres, 1 pour le CIAS. Dire que le CST commun et la F3SCT sont placés auprès de la communauté de communes du Grand Langres. De confier à travers votre vote au président de la CCGL l'organisation des opérations électorales pour les élections des représentants du personnel au CST commun, de décider le recueil par le CST commun et la F3SCT de l'avis des représentants des collectivités et établissements en relevant, d'autoriser le président de la CCGL ou son représentant à prendre toutes les décisions nécessaires à l'exécution de la présente délibération, que je vous invite à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Place à l'avenant numéro 1 à la convention d'accompagnement et d'assistance des collectivités en hygiène et sécurité au travail et en matière de prévention des risques avec le Centre de gestion de la Haute-Marne. Vous l'avez sous les yeux et donc je vous propose d'approuver les termes de cet avenant et de m'autoriser à signer l'avenant correspondant avec le centre de gestion ainsi que tout document permettant la mise en œuvre du présent rapport que je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Place au plan de prévention des risques psychosociaux. Alors, lors de la réunion de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du 6 juin 2023, les membres ont émis un avis favorable à l'élaboration d'un plan de prévention prévoyant la réalisation d'un diagnostic RPS appuyé par les différentes sollicitations des organisations syndicales entendues à l'occasion d'une réunion de travail dédiée le 26 janvier 2024. Compte tenu des éléments réglementaires, la collectivité a pris la tâche de OB Solutions, entreprise de consulting extérieure à la collectivité, afin d'assurer une neutralité dans la mise en œuvre de cette démarche. Madame Ophélie Boulan, consultante RPS, accompagne en tant qu'experte pour la présentation de cette démarche depuis 2024. Cette démarche poursuit les objectifs suivants, et vous les avez sous les yeux. La mise à jour réglementaire du volet RPS du REP. Mettre en place un plan pluriannuel de prévention des RPS, mettre en œuvre une démarche collaborative, identifier les facteurs de risque et les impacts, mesurer les effets des RPS sur le travail et la santé mentale, prendre en compte la communication interne et externe, ainsi qu'identifier et mettre en œuvre les conditions techniques et éthiques d'une structure pérenne dans le temps. Une première phase d'analyse a été menée à l'aide de 2 outils. Premier outil, un questionnaire mis à disposition de l'intégralité des agents et auquel 292 agents ont répondu, soit un taux de réponse de 67%. Avec un prédiagnostic aussi qui a été complété par des entretiens collectifs au nombre de 37 organisés par la consultante avec l'ensemble des agents. Une matinée animée par Madame Boulan était consacrée le 27 septembre 2025 à la restitution des problématiques transversales identifiées lors de la démarche d'analyse, ainsi qu'à des ateliers de co-construction avec et pour l'ensemble des agents des collectivités. L'ensemble des éléments recueillis ont permis l'élaboration d'un plan de prévention des risques psychosociaux qui présente les risques psychosociaux recueillis transversaux à l'ensemble des services et d'autres propres à chaque pôle. Afin d'alimenter ce plan de prévention, à l'issue d'un appel à candidature, des groupes de travail collaboratifs ont été constitués au nombre de 13. Ils ont pour objectif d'identifier des pistes d'amélioration concrètes à partir des situations de travail, en s'appuyant sur les thématiques transversales et les contraintes métiers mises en évidence lors de la phase de diagnostic et qui a conduit à la rédaction du plan de prévention. Cette phase s'étendra jusqu'en juin 2026. Et donc pour conclure, ce plan de prévention des risques psychosociaux a vocation à être actualisé régulièrement en fonction des évolutions de l'organisation du travail, des situations rencontrées, des signaux faibles identifiés et de nouveaux facteurs de risque mis en évidence. Je vous propose, par le vote, de prendre acte
du plan de prévention des risques psychosociaux de la ville de Langres et du Grand Langres. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et dernier rapport sur le personnel, avec la mise à jour des critères de répartition des coûts de service concernant la mutualisation des services. Donc, la mutualisation des services entre les collectivités doit permettre d'optimiser l'organisation entre le Grand Langres, ses communes membres et les établissements publics qui lui sont liés. Les critères de mutualisation permettent de déterminer la part du coût du service, incluant la masse salariale et les charges de fonctionnement, imputables à chaque collectivité, en fonction de l'activité effectivement réalisée par le service concerné pour le compte de chacune d'elles. Lors de la dernière réunion de la commission de gestion des services communs du 9 février 2026, le bilan de la mutualisation a arrêté les coûts de service à imputer sur les attributions de compensation de la ville de Langres et a proposé des évolutions de ces critères de mutualisation. Vous le trouverez en rouge dans le tableau du rapport. C'est notamment d'intégrer les amortissements des fonctionnements dans le coût des services afin que la collectivité utilisatrice d'un service mutualisé supporte une partie des investissements nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées, avec le seuil à 1 000 € TTC. Et de préciser, nous avons précisé dans ce rapport, le contenu des charges de personnel assimilées sans influence à ce stade sur la masse salariale retenue. Et je vous propose en conclusion d'approuver les termes de ce projet d'avenant numéro 13 et m'autoriser à le signer, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Vous dire que cet avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2026, et donc de vous prononcer sur le vote de ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Place aux informations et questions diverses, avec le droit de préemption urbain et commercial sur l'année 2025 qui va vous être présenté par Madame Pascale Cornevin. Alors, le rapport de Monsieur le maire, le droit de préemption urbain et commercial, c'est une information au conseil municipal. Dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées, le maire de Langres exerce au nom de la commune le droit de préemption urbain et commercial conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 24 janvier 2025. Conformément aux dispositions réglementaires, il est rendu compte au conseil municipal des décisions prises à ce titre au cours de l'année 2025. Bilan de l'année 2025, droit de préemption urbain, 121 déclarations d'intention d'aliéner ont été enregistrées et instruites, 6 dossiers ont été classés sans suite, aucun droit de préemption urbain n'a été exercé par la commune. Bilan de l'année 2025 pour le droit de préemption commerciale et artisanale, 7 dossiers relatifs aux fonds de commerce et aux fonds artisanaux ont été examinés, un dossier a été classé sans suite, aucun droit de préemption n'a été exercé par la commune. Je vous remercie. Donc, je vous propose de prendre acte de la communication de ces informations. Le conseil municipal... Pardon, Madame Delon. Je trouve intéressant de dire à l'Assemblée que même si le droit n'a pas été exercé, il y a quand même deux droits de préemption qui ont été exercés sur la commune de Langres qui sont quand même intéressants. C'est d'une part un local commercial donc, dans la supérette donc, du centre commercial de la Citadelle. Donc ça permet d'avoir un projet sur ce centre-là dans la mesure où la ville de Langres sera propriétaire quasiment intégralement avec Amaris. Le deuxième, c'est aussi la préemption d'un immeuble rue Joseph Lhuillier qui va permettre enfin, dans le cadre de l'opération Félicité, de rassembler 2 maisons qui vont permettre de faire des logements intéressants dans cette petite rue et cette habitation très ancienne à Langres. Voilà, je pense que c'est deux ventes intéressantes pour l'avenir de Langres. Je pense que c'était intéressant que chacun en soit conscient. Merci Madame Delon. Je vous propose, avant de clôturer ce conseil, d'abord de vous donner la date du prochain conseil municipal.
Alors, ce n'est pas le jeudi 23. C'est bien, oui, voilà. Rendez-vous donc le mercredi 22 avril à 18h30 dans cette même salle. Je vous invite à toutes et tous le noter et puis de passer à d'éventuelles questions diverses. Madame Grépinet. Merci, Monsieur le maire. Moi, je souhaitais plutôt formuler une remarque plutôt qu'une question. Alors, je peux entendre qu'il y ait eu un besoin de réorganiser cette salle pour laisser meilleure place à la presse et au public. Je salue d'ailleurs la présence de l'écran qui se trouve derrière vous pour que l'ensemble de la salle ait accès aux documents, bien que je ne sois pas sûre que ce soit complètement lisible pour le fond de la salle. C'est un peu petit, mais bon, ça va s'améliorer, je n'en doute pas. Par contre, je trouve extrêmement désagréable de tourner le dos au public et que l'ensemble des élus se tournent le dos. Alors certes, nous voyons les adjoints, mais nous ne voyons pas les personnes qui prennent la parole, on ne voit pas les personnes pour échanger, on ne voit pas les visages, on ne voit pas les personnes lors des prises de parole, et je trouve ça bien dommage et très désagréable. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Grépinet pour cette intervention. L'occasion pour moi d'en dire un peu plus sur cette disposition. Alors, c'est toujours difficile dans une salle contrainte et par l'espace et aussi par l'aménagement qu'on peut y faire, de trouver les bons équilibres. En tout cas, ce qui nous a été rapporté à plusieurs reprises, c'est le manque de place pour le public et le fait que le public se trouvait toujours derrière l'écran et ne pouvait pas suivre. Donc c'est aujourd'hui chose résolue. On a doublé, si ce n'est triplé, la capacité de la salle pour le public. On pourra encore aller plus loin selon les séances. L'intégralité du public et l'intégralité des élus voient de manière claire l'écran qui est juste derrière moi. On va rajouter un nouvel écran qui sera 60 cm plus grand, et ce qui nous permettra, un, de grossir les textes, et deux, nous avons aussi un travail à faire effectivement sur les tailles, sur la typologie des documents qui vous sont projetés pour qu'ils soient plus digestes et plus lisibles. Ça fera partie des améliorations. On vous remercie de mettre le doigt là-dessus. Et ensuite, sur cette disposition-là, elle permet aussi et surtout de pouvoir capter l'ensemble de la salle avec les caméras qui sont disposées de part et d'autre. Et pour votre bonne information, la première réunion du conseil municipal, le conseil municipal d'installation, qui a été publié sur la page Facebook de la ville de Langres, a été la vidéo la plus visionnée de l'histoire de la page. C'est une page qui a plus de 15 ans, c'est la vidéo la plus visionnée de l'histoire de la page, ce qui prouve bien qu'il y a une vraie attente des citoyens et que si nous sommes une cinquantaine aujourd'hui dans cette salle, c'est des milliers de Langrois et Corléens qui nous regardent et à qui on permet d'avoir une transparence des débats et de faire vivre la démocratie locale. Donc, je ne vous dis pas que ce ne sera pas amené à évoluer, on est en test et on entend les remarques que vous nous avez formulées, que d'autres personnes nous ont formulées, et on devra trancher, on trouvera les meilleurs équilibres. En tout cas, cette disposition de salle est tout de même adoptée dans la plupart des conseils municipaux. Alors effectivement, on avait l'habitude d'avoir un U, et c'était convenable sur certaines choses, mais c'était très inconvenable sur bien d'autres sujets. Je vous remercie. Madame Delon. Moi, je me permets de faire l'équilibre en apportant une voix différente. C'est que je suis très contente du visionnage important des séances du conseil municipal. C'est vrai que c'est une demande que nous avons faite pendant toute la dernière mandature. La réponse était souvent de dire ça n'intéresse personne. Non, finalement, vous prouvez le contraire. Je pense que c'est très important que les Langrois puissent participer à cette vie démocratique, qu'ils puissent entendre les débats. Je suis très très contente de cette nouvelle possibilité pour eux de le faire. Et la configuration de la salle, on verra, on demandera au public ce qu'il en pense. Voilà, encore merci, je trouve que c'est une belle avancée. Merci Madame Delon. Monsieur Lambert. Juste pour que ce soit bien clair par rapport à la remarque de Madame Grépinet,
On ne déplore absolument pas l'aménagement qui a été fait en raison de la captation vidéo, et je rejoins le choix qui a été fait dans ce sens-là. On demandera bien à un moment donné aussi des éléments financiers sur ce que ça peut représenter, mais bien sûr l'aménagement et le fait de tourner le dos. En revanche, et je crois que c'était aussi quelque chose dont nous avons pu parler avec la nouvelle équipe dans le cadre de la campagne, nous souhaitions aussi aller dans ce sens-là pour les mêmes raisons que vous. Je voulais juste reprendre la parole pour être sûr que ça ne soit pas mal compris sur ce sujet-là. Merci Monsieur Lambert. Y a-t-il d'autres questions avant de clôturer ce premier conseil municipal de cette nouvelle mandature? Eh bien, je vous remercie. On peut considérer le conseil municipal clos à 19h50. On a été efficace et je vous invite encore une fois aux frais de l'équipe municipale, à nos frais personnels, un petit pot offert à toutes et tous juste en face dans la salle du tribunal. Je vous remercie.